Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous reprenons avec un autre panel. Alors, que j'ai l'honneur de présider. Je voudrais commencer par dire que l'une des spécificités de cette rencontre, justement, c'est qu'on n'a pas invité seulement les chercheurs qui ont l'habitude d'aller sur le terrain ou bien d'être dans les amphis. Parce que justement, dans le cadre du terrorisme et surtout dans le cadre de la réponse, il y a d'autres acteurs qui ont joué et qui jouent un rôle important, notamment les organisations de la société civile, les organisations internationales, essayent autant que faire se peut de contribuer à leur façon à travers nombre de projets, nombre d'activités. Et justement, ce panel est composé essentiellement des hommes de terrain, des hommes qui ont des expériences à partager dans le cadre surtout de tout ce que leurs organisations ont apporté dans le contexte des différentes réponses à la crise Boko Haram, pour ce qui est du bassin du lac Tchad. Alors, je m'en vais les présenter. Nous avons une personne qui manque, Marthe Wandou, qui devrait intervenir à partir de l'Allemagne. Mais tout à l'heure, on vient de nous informer qu'elle a eu un malaise et elle est chez le médecin. Donc, à la fin, je reviendrai peut-être pour dire un ou deux mots sur elle et sur son organisation. Alors, dans ce panel, nous avons à ma droite Lassina Baro, qui nous vient du PNUD de N'Djamena. Et nous savons qu'au Cameroun comme au Tchad, les organisations du système des Nations Unies sont fortement impliquées dans le cadre dans la stabilisation du bassin du lac Tchad, et nombre de projets sont justement conduits et souvent en synergie avec tous les autres pays du bassin du lac Tchad, dont Lassina va partager son expérience avec nous. Vers ma gauche, peut-être je vais commencer de l'autre côté, c'est Achaleke Christian, qui nous vient de l'Union africaine en charge des questions de paix, le Conseil en charge des questions de paix et de sécurité. Nous savons tous aussi le rôle de l'Union africaine dans la gestion des crises et bien d'autres problèmes de sécurité en Afrique. Et à côté de moi, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Madame Aïssa Doumara, qui a été lauréate du prix Simone Veil 2019, ce prix qui lui a été remis personnellement par le président François Hollande à l'Élysée à Paris. Alors, Madame Aïssa Doumara est la coordonnatrice d'une ONG célèbre dans la région de l'extrême nord, association de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette association qui mène nombre d'activités. OK. Et Marthe Wandou, je reviendrai peut-être là, comme elle n'est pas là, elle est aussi avec Madame Doumara, l'une des figures de proue dans le domaine de la société civile. Elle aussi a été lauréate du prix Nobel alternatif 2020. Et vous voyez comment est-ce que cette dame-là porte haut le flambeau de la société. OK. Sans plus tarder,
Je m'en vais passer la parole à M. Lassina pour nous présenter. Il a bien préparé. Merci Wassine pour la parole. Alors, comme il a dit, je vous arrive de N'Djamena, précisément de l'unité gouvernance. Et au sein de l'unité gouvernance, nous avons un portefeuille que nous appelons portefeuille résilience au conflit. Et ce que nous appelons résilience au conflit au PNUD N'Djamena, c'est un portefeuille qui contient toute la génération des projets liés à la crise de Boko Haram. C'est un portefeuille qui contient aussi toute la génération des projets liés aux conflits communautaires qui pullulent un peu partout au Tchad, y compris les conflits agriculteurs-éleveurs. C'est un portefeuille qui contient aussi l'épineuse question du DDR, du désarmement, pour un pays qui a connu beaucoup de rébellions, beaucoup de crises internes et qui a suscité ce qui fait qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent aux mains des civils au Tchad. La question du DDR aussi s'invite dans le portefeuille résilience au conflit. Alors, ce qui nous amène ici ce soir, c'est beaucoup plus la question de la crise liée à Boko Haram et plus précisément la question de la stabilisation. Mais avant de parler de la stabilisation, nous avons un projet justement dans notre portefeuille avec Affaires mondiales Canada qui nous aide sur la question des ex-associés à Boko Haram. Le projet est une idée très simple parce que si vous voyez les pays du bassin de lac Tchad, il y a déjà le Nigeria qui a un centre pour essayer de gérer les ex-associés à Boko Haram. Le Niger en a un à Goudoumaria, dans la région de Difa. Le Cameroun, selon ce que mes collègues du Cameroun m'ont dit, est en train de construire son centre, mais il n'y a pas encore de centre au Tchad. Donc nous avons approché le programme d'aide au renforcement des capacités antiterroristes, le PARCA, qui relève d'Affaires mondiales Canada, qui a bien voulu nous accompagner cette année dans l'étude de faisabilité d'un centre de transport d'orientation au Tchad pour ce qui concerne les ex-associés à Boko Haram. Alors, Affaires mondiales Canada et surtout le PARCA considèrent que la sécurité du Canada est liée à la sécurité des autres pays dans le monde et qu'ils mentionnent aussi qu'ils savent que les efforts de prévention du terrorisme et des crimes internationaux sont très difficiles et très lourds à porter parfois. Donc, chaque fois qu'un pays n'a pas la capacité de faire face de prévenir le terrorisme ou des crimes transnationaux, Affaires mondiales Canada, à travers le PARCA, peut soutenir. Et c'est de cette chance que nous avons bénéficié cette année au Tchad. Alors, pour revenir maintenant à la stabilisation, c'est un projet qui fait donc partie de la génération de projets nés de la crise à Boko Haram, liée à Boko Haram. Ce n'est pas le seul projet dans le bassin de lac Tchad, mais c'est celui qui a bénéficié de beaucoup de publicité. Il y a eu beaucoup de communication autour de ce projet, donc il est un peu plus connu que les autres. Au niveau du Tchad, et les axes de la stabilisation sont les mêmes pour le bassin du lac Tchad, c'est-à-dire que puisque c'est le PNUD qui met en œuvre la stabilisation dans les 4 pays du bassin du lac Tchad. Au départ, l'idée, c'était un programme régional. Il est resté un programme régional, sauf que chaque pays maintenant regère ses ressources. Mais les axes du projet n'ont pas changé d'un pays à un autre, justement pour permettre à l'organisation de suivre le travail et de faire les comparaisons et de tirer d'avoir les résultats escomptés. Vous savez tous, la stabilisation intervient généralement dans un contexte où les communautés sont déstabilisées. D'abord par la pauvreté ambiante qu'il y avait avant la crise de Boko Haram, et la crise de Boko Haram est venue empirer la situation. Donc, à la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les populations puissent se relever, les études ont montré qu'il fallait agir sur 3 axes. Il y a l'axe de la sécurité communautaire. Déjà, pour faire face à Boko Haram, avant de parler de toute autre chose, il fallait pouvoir mettre les communautés en sécurité. Donc, il y a un axe
sur la sécurité communautaire. Le second axe, c'est un axe lié aux infrastructures. On est d'accord que dans ces zones-là, dans la zone là, qui sont des zones transfrontalières généralement, depuis des années, depuis les indépendances, pas seulement le Tchad, mais aussi les autres pays du bassin du lac Tchad, il y a beaucoup de problèmes. Il y a un manque d'infrastructures dans ces zones-là. Il y a des villages entiers, il y a des régions entières qui n'ont jamais vu d'école, qui n'ont jamais vu une route, et j'en passe. Donc, la question des infrastructures est une question fondamentale au niveau de la stabilisation. Le troisième axe, quand on a sécurisé les communautés, quand on leur a donné quelques infrastructures, mais il faut que ces infrastructures fonctionnent. Il faudrait que les communautés aient un peu de ressources pour pouvoir recréer une dynamique économique dans la zone, parce que ce sont des zones où la pauvreté atteint des limites assez repoussées. Donc, il y a un axe sur la relance économique au niveau communautaire. Alors, chacun de ces axes-là contient des activités, évidemment. Pour ce qui concerne la sécurité communautaire, nous investissons beaucoup dans l'armée nationale, dans les armées nationales qui travaillent dans ces zones-là, à l'échelle des 4 pays, mais aussi sur la force multinationale mixte que quelqu'un a mentionné ici. Nous intervenons, nous les appuyons sur les questions de logistique, moyens de déplacement, carburant, matériel, tout ce qu'ils demandent, en tout cas, pour pouvoir sécuriser les communautés. Évidemment, nous reconstruisons les commissariats, les postes de police, et, les postes de gendarmerie, et j'en passe. Donc, vraiment, c'est un axe qui est centré pour sécuriser les communautés, mais qui vraiment s'appuie sur les forces de l'ordre et tout ce qui relève de l'appareil sécuritaire dans les zones où nous intervenons. L'axe sur les infrastructures, mais c'est simple, on demande aux communautés, de toute façon, il y a les études qui le montrent déjà, qu'est-ce qui vous manque? Et généralement, les besoins sont tels. Quand vous arrivez dans une communauté où il n'y a rien du tout, pas d'école, pas de dispensaire, pas de route, rien du tout. Donc, à un moment, vous leur posez la question de savoir qu'est-ce qui vous manque. Ben, il y a tout qui manque. Donc, il faudrait voir avec l'administration locale aussi, qu'est-ce qu'on peut faire comme infrastructure pour permettre à ces communautés-là de se mettre au même niveau que les autres. Donc, nous construisons pour les communautés des écoles, des centres de santé, des centres de loisirs, des marchés, et j'en passe. Alors, sur l'axe de la relance des activités économiques, nous commençons généralement par ce qu'on appelle par le cash for work, parce qu'il faut forcément déjà permettre aux communautés d'avoir accès à des ressources. Donc, le principe du cash for work est utilisé. Les communautés participent à des travaux d'intérêt commun et en même temps, elles sont rétribuées pour cela. Mais le but ultime étant qu'elles aient des ressources. Et en dehors de ça, nous appuyons les activités génératrices de revenus, nous appuyons les agriculteurs, nous appuyons les activités agricoles en termes d'engrais, de semences et j'en passe. Nous appuyons la pêche, puisque nous sommes dans le bassin du lac Tchad, ils sont majoritairement des pêcheurs. Et tout un tas d'activités comme ça qui relèvent de questions économiques. Il faut aussi dire que le but ultime de la stabilisation, c'est de permettre à ces communautés qui se sentent un peu délaissées par les gouvernements, entre les communautés et le gouvernement. Donc, nous travaillons avec le gouvernement, c'est main à main avec le gouvernement, que tout cela se fait. Donc, les partenaires sont aussi à nos côtés et participent à tous les comités de pilotage pour s'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde chaque fois que nous posons un acte dans le sens de la stabilisation. Alors, je pense qu'ici, ce qui est plus important, ce sont vos questions. Je vais m'arrêter là et passer la parole au modérateur. OK, merci beaucoup, Christina. Vous constatez, moi, que les Nations Unies sont présentes sur le terrain et nombre de choses ont été faites. Il me souvient que avec l'OPNUD Cameroun, nous avons beaucoup collaboré parce que si je suis ici,
c'est parce que je fais aussi partie de ces acteurs-là qui ont travaillé sur le terrain. C'est dans le cadre du projet de stabilisation, justement. J'étais expert pour le Cameroun. Nous avons conduit nombre de projets avec le Tchad. Sans plus tarder, je m'en vais passer la parole à ma grande sœur Toumara, que j'ai le plaisir de revoir. Grande sœur, vous avez la parole. Merci bien, professeur et petit frère bien-aimé. C'est un plaisir pour nous d'être ici ce soir avec la jeunesse, les cadets et puis tout l'ensemble du Cameroun de demain, les chercheurs. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais une pensée spéciale pour ma sœur Marthe, à qui je souhaite un prompt rétablissement. J'espère qu'elle ira mieux très, très bientôt. Bien, il y a beaucoup à dire. On va prendre le bout par lequel échanger cet après-midi avec vous. Tout d'abord, je vais me référer à la pensée de Dr Fatima, qui est une autre aînée, qui a des femmes et qui a une grande structure dans notre belle cité de Maroua, qui disait ceci: la femme, elle est douce, elle est éducatrice, elle est pacifique, et puis on n'a pas besoin de la contrarier, elle donne le meilleur elle-même. Or, pourtant son statut en lui-même est problématique. Problématique dans ce sens que son être tout entier, dès peut-être la conception jusqu'à ce qu'elle devienne l'adulte que je suis, n'est perçu que d'un côté négatif très souvent. Je ne vais pas choquer les sensibilités, mais c'est en observateur et témoin de dit ça. Et la situation de crise, les multiples crises que je pense par les panélistes qui sont passés hier et ce matin, également mon prédécesseur, ces crises-là sont venues trouver déjà une situation pas assez reluisante et dont elles sont venues cristalliser tout en ce qui concerne les femmes. Vous comprendrez donc que mon domaine d'intervention privilégié, c'est la femme et la fille. Donc, ce n'est que normal que je me penche pour aborder cet aspect-là de la question en ce qui concerne la prévention de l'extrémisme violent. Donc, ce contexte-là a fait d'elle une personne qui s'est retrouvée un peu plus en bas qu'elle l'était au départ. Et les crises qu'elle vit l'ont portée à être parfois dans des situations très controversées. Elle a été perçue à la fois une actrice et une victime. Et ça, nous avons été témoins. Nous avons été témoins parce que nous avons des espaces de prise en charge qui accueillent des femmes dans des situations ordinaires ainsi que des situations de conflit. Donc, les situations controverses qu'elles se retrouvent là-dedans sont dues, et là, nous verrons déjà à ce niveau, on peut venir également pour parler un peu des causes, bien qu'elles ont été évoquées par d'autres intervenants, les causes de cette crise que nous vivons, qui est à la fois une crise sécuritaire, une crise environnementale, où nous n'avons pas besoin d'aller dans tous les détails et tous les développements pour vous repréciser cela. Elle fait face également à l'impact des changements climatiques et ces événements-là
ces catastrophes et ces risques sont vécus de manière très spécifique par les femmes, les filles et les garçons, qui se trouvent un peu les cadets sociaux ou la population la plus vulnérable ou la plus marginalisée. Donc, au rang des causes que nous avons vues sur le terrain et dont nous avons été témoins, nous citons par exemple le fait que les femmes sont dans une ignorance qu'on dirait presque totale, l'ignorance de presque tout, parce qu'elles se retrouvent très jeunes dans des activités adultes alors qu'elles n'ont pas fini leur éducation. Donc, elles n'ont pas une connaissance complète de ce qui se vit dans l'environnement et des informations qui pourraient passer en ce qui concerne, par exemple, les lois, les conventions, toutes ces choses précieuses pour la vie publique. Elles ne les ont pas. Et ça remet un autre élément des causes. Également, là-dedans, nous avons l'autre aspect, c'est qu'il y a une paupérisation généralisée qui s'abat davantage sur les femmes, encore une fois, parce qu'elles sont chargées d'entretenir la maisonnée, parce que c'est elles qui doivent s'occuper des enfants, de la famille, et elles n'ont pas de ressources, elles dépendent de quelqu'un d'autre. Elles dépendent des membres masculins de leur famille. Ça vient cristalliser et ça exacerbe la situation. Nous pouvons également aller un peu plus loin pour reprendre ce qui a été dit par mon prédécesseur. Le contrat social est rompu. Les infrastructures sont très, très inexistantes ou bien très peu dans cet environnement-là. Donc, c'est tout ce concept, c'est dans ce contexte-là que nous travaillons pour pouvoir apporter notre contribution à la prévention, à la gestion et à la lutte contre ce phénomène qu'on pourrait qualifier de phénomène, parce que c'est un peu plus que ça. Donc, face à tout ça, nous avons développé des actions qui se trouvent être notre réponse à nous. Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir endiguer, pouvoir apporter notre modeste contribution? L'ensemble des actions que nous avons organisées avec nos équipes sont de manière holistique et globale et nous les avons classifiées en trois étapes. Les premières actions sont des actions de sensibilisation et de formation. Parce que pour nous, l'éducation est essentielle. Et puis l'information, c'est primordial pour que l'individu, qu'il soit une femme, un homme, un garçon ou une fille, puisse exercer et être citoyen comme il se doit. Donc, ces actions de sensibilisation et de renforcement, nous les développons à partir des thématiques qui nous sont dictées par les communautés, dans les villages et dans les quartiers, et nous nous focalisons sur des situations récurrentes qui sont vécues, et c'est à partir de ces situations-là que nous développons donc des thématiques d'intervention, de renforcement de capacités qui sont généralement sur la connaissance des causes et des conséquences basées sur le genre, les questions de droit, les questions de culture et autres, parce que tant qu'on n'a pas l'information, on ne peut pas se déployer. Toujours dans ce premier volet de sensibilisation et de formation, nous accordons un intérêt au renforcement de capacités, au développement de leadership chez les jeunes qui sont dans les clubs de filles,
les jeunes qui sont aussi dans les groupes de filles leaders, dans les communautés. Et il y a également des actions qui sont en direction des autorités traditionnelles, religieuses et leaders communautaires. Parce que tout ce monde-là, il faut leur donner ces outils-là. Toujours dans la sensibilisation, nous avons un volet important de travail avec les radios communautaires. Parce que, comme vous le savez, les radios ont une puissance d'atteindre des communautés là où nous ne pouvons pas nous y rendre. Et nous mettons un grand accent dans le développement des outils qui peuvent être vulgarisés et affichés par les organisations de femmes à qui nous donnons aussi des formations, des renforcements de capacités pour qu'elles deviennent à leur tour des personnes engagées au sein de leur communauté. Donc nous créons toute une chaîne parce que nous ne voulons pas être en tant qu'organisation demeurer comme des vedettes, mais la construction se fait de manière, comment dire, à la chaîne. Donc, celles qui sont formées se transforment en relais communautaires et ça se déploie sur le terrain. Le second volet sur lequel nous intervenons, ce sont les prises en charge, les différentes prises en charge. Parce que les personnes qui ont été affectées, je dois m'arrêter. Ah, d'accord. You don't understand what I speak? No, it's just the microphone. Okay. We're streaming you as well. So. D'accord. Okay. Donc, j'étais au second volet des réponses que nous apportons, ce sont les différentes prises en charge. Parce que les personnes affectées, comme vous savez, elles ont besoin de certains soins au niveau psychologique, psychosocial, sanitaire et autres. Donc, ces différentes prises en charge sont octroyées dans des espaces que nous appelons communément des espaces sûrs qui se retrouvent un peu partout dans les zones où nous intervenons. Et lorsque les personnes se rendent dans ces espaces-là, elles peuvent bénéficier des accompagnements psychosociaux, juridiques, de l'établissement des pièces officielles, et puis de tout l'ensemble de ce qui peut leur apporter la restauration de l'estime d'elles-mêmes. Et dans ce volet de prise en charge, il y a également la protection et le soutien spécifique dont ils peuvent avoir besoin. Un placement dans un espace de formation, ça peut être aller les remettre au sein d'une famille, au sein d'une communauté, parce qu'ils ont un besoin un peu plus de protection. Nous avons commencé récemment à avoir des espaces de repos où la personne qui est dans une situation de crise peut rester pendant une durée d'environ 3 à 10 jours, le temps qu'elle reprenne des ressources ou des forces et qu'elle puisse aller dans un endroit plus sécurisé où elle se sent plus à l'aise. L'autre troisième volet, c'est l'autonomisation, ce que nous appelons autonomisation au sein de nos programmes. Et l'autonomisation, nous l'entendons comme un programme global qui se définit en 5 étapes. Et la personne, généralement la femme qui doit bénéficier du programme d'autonomisation, elle doit avoir l'autonomisation personnelle par rapport à elle-même, l'autonomisation légale par rapport les droits, comment elle doit vivre sa vie de citoyenne, l'autonomisation économique. À ce niveau-là, on lui donne des formations, on l'accompagne pour mettre sur pied une activité économique. L'autonomisation sociale, on l'aide à renouer avec le réseau, ces réseaux sociaux, à se mettre dans une association ou bien à en créer, parce que ça lui permet une reconstruction un peu plus rapide et plus douce.
à partir de ça, elle peut donc, quand elle a tous ces volets d'autonomisation-là, elle peut donc aisément se focaliser sur l'aspect financier. L'aspect financier qui lui permet d'être une bonne citoyenne, impliquée dans des activités politiques, que si elle a de l'argent, elle peut s'autonomiser et elle peut se retrouver et se reconstituer malgré toutes les situations au travers desquelles elle est passée. Et c'est ces trois volets que nous avons voulu partager avec vous cet après-midi. Mais pour finir, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on fasse aussi quelques recommandations. Serait important pour les personnes qui ont organisé l'activité. Si nous voulons que les programmes de restauration, ou bien qu'on voudrait qu'après le passage de cet espace assez sombre, que les femmes puissent participer de manière très, très il faudrait que toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet, j'imagine, puissent réfléchir à une façon ou bien mettre sur pied des groupes de recherche qui pourraient inciter à développer des programmes d'éducation égalitaire. Parce que tant qu'on ne va pas aller toucher le mal à la racine, on va développer beaucoup de solutions, mais nous avons peur que ces solutions-là ne puissent pas donner les résultats qu'il faut. Parce que, comme vous le savez, les personnes qui sont engagées dans ce conflit sont très jeunes et nous savons également que c'est les mamans qui sont les éducatrices. Mais si une mère, si sa parole n'est pas importante et que son enfant ne peut pas l'écouter, ça ne pourra pas grand-chose, même si nous élaborons des théories qui sont les meilleures du monde. Donc, pour nous, nous insistons qu'il faudrait trouver la façon pour qu'une éducation, dès le départ, commence avec où lorsque les enfants grandiront, ils auront le respect des uns et des autres et que plus tard, si leur maman leur dit des choses, qu'ils puissent considérer ce qu'elles sont en train de dire. Nous recommandons aussi de travailler beaucoup sur le renforcement des plateformes qui existent déjà et sont constituées des médiatrices et des négociatrices. Parce que les femmes, lorsqu'elles sont impliquées dans le processus de résolution de conflits, elles ont une vision haute et qui permet de résoudre les questions qui semblent parfois très complexes. Donc, nous allons nous arrêter là parce que nous sommes tenus par le temps et nous attendrons s'il y a des questions, on pourra y revenir pour répondre. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Doumara. Vous constatez avec moi que beaucoup de choses sont en train d'être faites, se font du côté de Marois et le fait qu'elle soit récompensée de la médaille Françoise Veil n'est pas étonnant. Okay, I was saying at the beginning of this panel that we have between us an expert coming from the African Union, Mr. Asha. I want to give you the floor
to share with us the African Union experience in the countering violent extremism domain. You have the floor. OK. Donc, merci beaucoup. Je vais essayer de m'exprimer en français. Je suis du base anglophone, mais parmi mes stratégies d'être devant en tant qu'un jeune, parce que la réalité, c'est que dans notre contexte camerounais, parce que je suis un Camerounais, aussi dans notre continent, les jeunes sont toujours derrière. Et la plupart des pays sont où ils ne peuvent pas bien exprimer ou ils n'ont pas la sagesse. Donc, c'est pour cela que, à la base de mon travail, je me suis dit, je dois travailler sur mon français. Donc, moderator, I speak very well English, but I will try in French so that nos participants avoir un peu de goût de mon propos. Donc, merci beaucoup pour m'inviter pour cette panel. Mon parcours est un peu différent parce que je suis à la base au terrain, mais au même moment, je suis un chercheur. Et ça dit que mon perspective n'est pas comme quelqu'un qui est seulement au terrain ou quelqu'un qui donne le cours ou un chercheur. Donc, c'est un mélange. Et au même moment, je travaille aussi sur la politique globale. J'ai eu l'opportunité de travailler avec les Nations Unies sur résolution au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais tout ça, c'est comme un jeune Camerounais qui travaille au terrain avec une association de jeunes. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour en parler un peu au niveau Union africaine, c'est vraiment trop complexe, mais je pense un peu en bas. Donc, ma lection, c'est sur le rôle de la presse dans la question de terrorisme et violence extrémiste. Donc, j'ai eu l'opportunité, j'ai travaillé dans plusieurs pays, et dans tout ce contexte, ce qui se passait, et je vois même petit patriarcal, c'est que on voit des jeunes seulement comme ceux qui causent des conflits. Donc, on ne le voit pas comme seule solution et qui peut changer les choses. Donc, c'est un peu ça. Et mon parcours en tant que, pour ceux qui connaissent Kumba, je suis un enfant de Kumba. Et Kumba était connu pour des villes au Cameroun qui a des jeunes qui sont vraiment troublants, les jeunes qui causent des problèmes. J'étais parmi ceux. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'opportunité de participer dans la société civile et ça m'a changé. Aujourd'hui, je parle de la paix. Mais aussi, mon perspective est différente parce que je connais comment ça se passe de l'autre côté. Des amis qui ont été tués et tout ça, brûlés en route. Donc, mon perspective a été changée et je me suis dit, s'il y a des jeunes qui militent pour la paix, s'il y a des jeunes qui peuvent être enrôlés, mais ils sont là, ils parlent à l'école, ils ne portent pas l'arme, ça veut dire qu'il y a une opportunité de changer ces perspectives. Nous tous, on les connaît. La plupart de ceux qu'on recrute, ce sont des jeunes. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent être recrutés. C'est parce que nos pays n'ont pas fait ce qu'ils doivent faire. C'est parce que nos communautés, nos mamans, j'ai suivi la conversation de ce qui tout ça. Mais ça commence au niveau de famille. On avait des cas des enfants ou de jeunes qui ont été enrôlés parce que leurs familles ont laissé. Donc, il y a des situations là où ces enfants ne se sentent pas à l'aise et ils partent de l'autre côté. Ça veut dire qu'on a une opportunité parce qu'il y a des jeunes qui ont le même problème, mais ils n'ont pas décidé des programmes. La plupart des études qui ont été faites sur Boko Haram, je vous dis, parce que moi, je suis un chercheur, on parle tout le temps pourquoi les jeunes sont recrutés, mais combien des études parlent de pourquoi les jeunes qui résistent à ces problèmes, comment on peut valoriser? Voilà une conversation qu'on doit prendre en compte. Aujourd'hui, on a des universitaires aussi. Il faut qu'on réfléchisse un peu sur ça. Parce que quand je travaille au Nigeria, parce que j'ai travaillé dans plusieurs pays, j'ai visité 50 pays dans mon parcours. La perspective, ce n'est pas une affaire
Boko Haram ou mais qu'on réfléchit comment on peut changer la dimension. Donc, il y a peu des études qui regardent des jeunes comme ceux qui peuvent militer pour la paix. La plupart, c'est nous voir comme des victimes ou ceux qui causent ces problèmes. Donc, en termes de mon stratégie, quand j'ai fait les présentations, j'ai fait les recommandations une fois et j'avance. Donc, je veux recommander que ce qui peut sortir dans ça, les professeurs sont là, il faut qu'on réfléchisse comment on peut valoriser ces jeunes. Qu'est-ce qui est différent? Parce que c'est important. Et voilà ce qu'on porte au terrain. Je vous dis mon expérience. J'ai une association que je suis en train de diriger en tant qu'un jeune. Je me suis rendu compte que même sur la conversation de financement de jeunes pour participer pas de violence, il n'y avait pas. Parce qu'on dit souvent que les jeunes ne sont pas organisés, c'est eux qui sont le problème et tout ça. Mais on a changé cette perspective. Aujourd'hui, on a une association de jeunes maintenant qui est en train de lutter pour la paix à l'extrême nord. Donc, et suivant, sont pas compliqués, ça porte beaucoup de valeur. Donc, je vais vous dire un exemple. À l'extrême nord, on a eu la situation là où les militaires, la communauté, le secteur de justice ne travaillent pas ensemble. C'est la réalité. On a investi beaucoup d'argent sur ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme des jeunes? On est venu avec le sport. À Mora, on a le sport. Là où, dans une même équipe, on a un policier, on a un gendarme, on a un jeune de quartier et tout ça. Et ce qui s'est passé dans un de cette rencontre, un jeune a marqué, c'était l'adjudant qui portait ces jeunes. Donc, on voit que le sport et les activités que les jeunes proposent peuvent changer la perspective. Pas avec le discours, pas avec les sciences de travail, avec des choses qui... Mais ça entre dans notre cœur. Donc, ça, c'est des exemples. Aussi à Mora, quand on avait l'aspect des enfants qui sont plus exposés et tout ça, on a décidé de lancer un programme de l'école. Je me rappelle bien, le sous-préfet m'a demandé, Christian, même l'État n'a pas pu faire un programme de l'école pour ses enfants. Même les internationaux n'ont pas fait. Comment vous pourrez faire en tant que des jeunes qui... Mais c'est qu'on a comme des jeunes, on sent la réalité du conflit. Si on nous donne une opportunité, bien, de lancer le corps, on n'avait pas un espace, mais on a dit que si ces enfants n'ont pas une opportunité d'avoir accès à l'éducation, ce n'est pas une affaire de payer le pension, ce n'est pas ça seulement. Mais c'est une éducation aussi qui va prendre en compte leur réalité. On a décidé, on n'avait même pas là où on peut faire. C'était sur l'air. Mais aujourd'hui, quand on parle, on a 150 enfants qu'on est en train de suivre. Ça, c'est des jeunes qui militent. Donc, ça, je suis en train de venir avec cet exemple parce que je veux qu'à la fin, ceux qui sont ici, que dans leur tête, ils pensaient que les jeunes posent seulement des problèmes, il faut que vous réfléchissiez. Aussi pour des chercheurs qui sont ici, travailler ensemble pour voir comment on peut mettre les jeunes devant. Je pourrais parler des femmes, mais ma grande elle a fait les distinctions sur l'aspect des femmes. On a des jeunes. Pour entrer dans le groupe, j'ai eu l'opportunité de travailler avec les ex-associés, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un ex-associé de ISIS. Et ce qui se passe dans leur tête, quand on les roule, on prend seulement les petites choses que nous, en tant qu'êtres humains, on oublie le suivant. Aujourd'hui, pour entrer dans le groupe, ce n'est pas seulement une affaire de parce que l'État n'est pas fait aussi leur code pas, ou parce que c'est une affaire de religion, comme certaines personnes disent. Pas ça. C'est parce qu'ils connaissent le vent. C'est la seule chose. Le média aller sur CNN, montrer qui est très célèbre,
en causant de problèmes. Ça, c'est la perspective. Même les médias ne nous aident pas. Donc, ça veut dire que la participation de la jeunesse est importante. Donc, après avoir donné ces exemples, je vais chuter un peu au niveau de politique. Pourquoi c'est important? Heureusement, en 2015, j'ai eu l'opportunité de travailler avec le Conseil de sécurité des Nations Unies sur cette conversation de la jeunesse et la paix et la sécurité. Parce qu'on n'avait pas une politique, on n'avait pas une résolution du Conseil de sécurité. Et ça veut dire que nous tous qui travaillons sur la question de la paix, on va regarder envers les enfants pour voir comment on peut travailler. Parce que dans cette politique qui a été développée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ça dit que des jeunes seulement comme les bénéficiaires. Parce que voilà, un programme, on amène les jeunes seulement pour prendre part à la fin. Il faut inviter les jeunes au niveau de création même de l'idée, l'implémentation et le monitoring et l'évaluation. Ça, c'est des phases qui sont vraiment importantes. Pourquoi c'est important? Ça nous donne une opportunité d'avoir leur perspective. Parce qu'il y a des moments où on invite des experts là, qui n'ont jamais subi, qui n'ont jamais vu un attentat bombe. Ils n'ont jamais subi la réalité. De voir la réalité au terrain, donc associer des jeunes qui sont là chaque jour, qui ont décidé de ne pas aller en forêt pour porter l'âme. Ça, c'est la réalité. Au niveau de l'Union africaine, l'Union africaine a travaillé sur cette question. Et ce qui fait un peu différent des politiques de l'Union africaine, c'est que c'était développé par des jeunes, c'était mené par des jeunes. Donc ça, c'est pour montrer que même au niveau des institutions internationales, les jeunes sont devant. Et le poste que j'ai occupé aujourd'hui au niveau de l'Union africaine, c'est parmi ces documents. Parce que le Conseil de l'Union africaine a vu que si on peut avancer avec l'action de la jeunesse, dans la paix, dans la violence extrémisme, dans le terrorisme, il faut avoir des jeunes nommés qui peuvent être liés entre leur pays, leur communauté, la Conseil de sécurité de l'Union africaine. Et c'est dans ce cas qu'en 2018, j'ai eu l'opportunité d'être premier jeune africain, d'adresser ce Conseil de sécurité de l'Union africaine. Donc, tout peut s'arriver si on décide de travailler ensemble. Donc, monsieur le modérateur, je vais terminer en disant que pour moi, ce n'était pas seulement faire un discours, c'est aussi un plaidoyer devant nous tous, qu'on doit travailler avec des jeunes, comme des partenaires, des chercheurs. Il manque de jeunes plus utiles. Il y a beaucoup de données qui existent déjà. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser déjà. Il faut qu'on change ces perspectives. Si on a tout ça, ça veut dire qu'on aura un bon relation entre les chercheurs et ceux qui sont au terrain. Merci beaucoup pour votre immense attention. Je pense que, comment était mon français? C'était comment? Ok, merci beaucoup pour ce partage. Je m'en vais rapidement donner quelques éléments de la présentation que Marthe Wandou, qui n'est pas malheureusement là, nous a envoyé. Elle est la coordonnatrice d'une action locale pour un développement participatif et autogéré, en abrégé ALDEPA. Alors, ALDEPA est une ONG camerounaise à but non lucratif créée en mai 1998 à Maroua, légalisée comme association le 4 novembre 2002 et comme ONG le 17 septembre 2017. ALDEPA travaille localement avec et pour les communautés en les accompagnant à bien cerner leurs problèmes, à rechercher des solutions appropriées et à les implémenter de manière libre, responsable et surtout durable.
En termes de présence, le siège même de l'ONG Aldepa se trouve à Maroua, dans la région de l'extrême nord, avec plusieurs antennes, notamment à Kousseri, à Mora, à Mokolo, à Kaele. On dirait que Aldepa a des représentations dans tous les départements de la région de l'extrême. Dans la région du nord, une antenne à Ngaoundéré dans la région de la Damawa, une antenne à l'est dans le Garouamboulaye. En termes d'effectifs, Aldepa a un staff composé de 72 personnes, dont 39 femmes, donc est constitué donc des jeunes. Dans les domaines d'intervention, Aldepa intervient dans le domaine de la protection de l'enfance et a apporté des appuis à plus de 3500 enfants dans le système judiciaire et pénitentiaire, enfants en conflit avec la loi dans le cadre de ce projet-là, construction des quartiers des mineurs et des femmes dans la prison de Mokolo et équipement, 5000 familles sur la justice réparatrice, la protection de l'enfant, la prévention des mariages d'enfants, l'accompagnement de 150 mères avec leurs enfants en prison, appui psychosocial à 25 000 enfants et adolescents affectés par la crise de Boko Haram, réfugiés et déplacés, mise en place et formation de 400 clubs pour prévenir des risques d'enrôlement dans les communautés. Dans le domaine de l'éducation, où intervient aussi Aldepa, appui scolaire à 17 350 enfants vulnérables, notamment en matière de fournitures scolaires, uniformes, frais exigibles, frais d'examen et promotion de l'éducation non violente, mise en place et appui à 200 structures d'expression d'enfants, gouvernement d'enfants, club de paix, non-violence, dans plus de 100 établissements scolaires dans la région de l'extrême nord, recrutement de 24 enseignants pour la préparation et la réinsertion de 632 enfants des écoles coraniques pour l'inscription dans les écoles primaires, formation de 120 enseignants sur les premiers secours psychologiques et le référencement des enfants victimes de traumatisme pour une prise en charge appropriée, sensibilisation et accompagnement des familles pour la scolarisation et l'éducation des enfants en famille, notamment code de bonne conduite, pratiques culturelles positives. Dans le domaine de l'état civil, Aldepa a fait établir 20 013 actes de naissance établis et distribués aux enfants dans la région de l'extrême nord, 6 000 actes de naissance obtenus grâce aux sensibilisations et accompagnement des familles durant les consultations prénatales et les vaccinations, 89 916 déclarations de naissance collectées dans les services et santé transmis au centre d'état civil, 39 000 actes de naissance abandonnés dans les centres d'état civil, collectés et distribués aux enfants dans leur village, participation au processus de mise en place de 100 centres d'état civil de proximité dans les formations sanitaires en partenariat avec le BUNEC, représentation de l'extrême nord. Dans le domaine de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, réinsertion de 2495 filles mères survivantes des violences, survivantes aux violences basées sur le genre, appui à l'autonomisation socio-économique de 1894 femmes survivantes des VBG dans les communautés, assistance juridique à 914 filles et femmes victimes des VBG, sensibilisation des communautés sur la prévention des VBG et mariage précoce, et appui au groupe des jeunes vulnérables, appui aux de proximité, appui à 220 initiatives citoyennes des jeunes et de femmes, appui à la réinsertion socio-professionnelle, financement de 106 micro-projets, et dans le domaine de la résilience, mise en place des magasins communautaires dans les zones pour le compte des déplacés, surtout les femmes, réalisation de 4 étangs piscicoles, 4 mares d'eau et un barrage de retenue d'eau, appui en kit divers, en effet et alimentaire à 150
mise en place d'accompagnement de 77 associations villageoises, appui à 6 000 familles en vivre et non vivre, appui à 52 groupes de femmes. Et enfin, dans le domaine de la participation aux réflexions dans les plateformes, Aldepa est membre du groupe des acteurs humanitaires. Aldepa est membre du groupe de travail violence basée sur le genre, de la promotion de l'enfance, groupe de travail DDR, groupe de travail santé mentale, plateforme territoriale des organisations de la société civile pour la mise en place de la SRS, forum membre de la plateforme du forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad et communauté de la RSC, membre de la plateforme prévention de l'extrémisme violent. Voilà donc globalement les secteurs où intervient donc que retenir donc de ce panel? On va dire tout simplement que nous avons été édifiés en matière d'expérience des organisations du système des Nations Unies, notamment le PNUD qui est l'acteur principal de l'opérationnalisation de la stabilisation dans le bassin du lac Tchad. Nous avons été édifiés sur les expériences de la société civile qui travaille sur les questions liées à la jeunesse, les questions liées aux violences basées sur le genre, les appuis multiformes aux jeunes en matière d'appui aux déplacés. Et nous avons des extrémismes, ce qui s'inscrit en droite ligne du plan d'action des Nations Unies sur la prévention de l'extrémisme qui stipulait qu'aucun acteur n'est de trop, qu'il faut justement une synergie de la famille à l'école, en passant par la société civile, les communautés et autres. Chacun a quelque chose à apporter dans la prévention efficace et surtout durable des extrémismes. Donc, je vais m'arrêter là pour ouvrir dans le bal des questions. Je crois que nous avons encore environ une vingtaine de minutes pour les... Merci, monsieur le modérateur. Nous venons d'assister à un panel très édifiant avec des informations très riches, des praticiens. J'ai rapidement le PNUD du bassin du lac Tchad. On a le sentiment qu'il y a une composante qui n'est pas bien prise en compte, celle du pastoralisme. Et compte tenu de l'insécurité, beaucoup d'éleveurs nomades ont fui le bassin pour gagner la terre ferme. Or, il se trouve que sur la terre ferme, il y a déjà des agriculteurs et il y a beaucoup de conflits sur les aires de pâturage et sur l'accès au point d'eau. Par exemple, quelqu'un a 200 têtes de bétail, il a besoin de monopoliser le riz pour une demi-journée et souvent ça crée... Ces aspects-là retiennent votre attention, la question du pastoralisme. Est-ce qu'elle est bien prise en compte par les États sur le plan de la législation, sur le plan de la construction de points d'accès à l'eau? La deuxième question, vous avez parlé du soutien à la force mixte multinationale. Est-ce que ce soutien inclut aussi les moyens létaux? Est-ce que vous aidez la force à acquérir des moyens létaux, c'est-à-dire des moyens pour tuer, pour dire les choses très clairement. Parce qu'on sait par exemple que l'Union européenne, jusqu'à ce que la guerre en Ukraine vienne, et peut-être que c'est peut-être la chance pour les autres, l'Union européenne n'achetait pas les moyens létaux. Mais depuis la guerre en Ukraine, ils ont décidé d'acheter les moyens létaux. Est-ce que vous, dans votre soutien, ça inclut aussi les moyens létaux? Merci beaucoup. Oui. Merci. Je suis Abdia Sarouna. Je voudrais dire merci pour les différentes présentations. Monsieur
Achaleke, vous avez dit que les médias devraient changer de paradigme de lecture de l'extrémisme violent parce que jusqu'ici, ils ne parlent pas des actions de la paix. Alors que Madame Doumara, vous dites que vous investissez les médias, particulièrement les radios communautaires, pour pouvoir lutter contre l'extrémisme violent. Ma question, puisque je fais des recherches préliminaires sur cette question, quand, là, à Madame Doumara, quand vous investissez les médias, quel est le discours que vous y déroulez et quel est le résultat? Peut-être vous avez des feedbacks. Maintenant, est-ce que à Monsieur Achaleke, est-ce que décidément ça ne contredit pas? Parce que jusqu'ici, si Madame Doumara, avec son association, investit les médias, est-ce que votre lecture, effectivement, c'est que c'est je dis un investissement qui ne tient pas? Merci. Oui, allez-y. Quitte à ce que qu'on passe la parole, je crois qu'on est encore dans le temps. Ça peut se. On va. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une question. Monsieur Achaleke. J'aimerais savoir, en fait, moi, j'ai remarqué dans mon quotidien qu'il y a beaucoup plus deux types de jeunes, en fait. Il y a les jeunes qui se, on va dire, radicalisent, qui entrent dans, comme vous avez appelé, qui sont vus comme problèmes et tout ce qui va avec. Et il y a les jeunes qui, comme vous avez parlé des jeunes qui cherchent, enfin, ceux qui cherchent les solutions, je trouve qu'ils sont très, très peu. Mais il y en a plus des neutres. Parce que eux, vous allez venir, vous allez les aborder pour dire, venez, on va entrer, on va faire les problèmes. Ils vont dire, non, moi, je ne veux pas. Ou alors, venez, il faut qu'on cherche des solutions. Ils vont dire aussi que non, moi, ça ne me regarde pas. Comment vous faites, en fait, pour attirer ces jeunes-là? Comment vous faites pour les amener à s'activer, si je puis dire ça ainsi? Et autre question, je voulais également savoir comment vous faites également pour le gouvernement et les membres du gouvernement et les acteurs, en fait, les autres acteurs, à s'intéresser à ce que vous faites et à mettre ça en œuvre. Merci. Oui, de l'autre côté. Chacun note ses questions. Hein. Comme ça, notez vos questions. Après, on va vous passer la parole. On est dans le temps. Hein. On est censé arrêter à 18h15. Je pense qu'on n'est même pas encore à 18h. Donc. Le débat. Merci. C'est la parole. Comme doctorant à l'Université de Marois. Alors, ma question va d'abord chez Madame Doumara et je vais d'abord m'excuser parce que je risque heurter peut-être... Soyez bref, s'il vous plaît. Allez directement, allez au but, tout droit au but. Merci. Alors, Madame Doumara, ne pensez-vous pas que c'est tomber dans un piège venant de loin d'évoquer des questions de genre en Afrique quand on sait que humain pour son développement, quand on sait qu'actuellement, dans certains États dans le monde qui parlent d'égalité, on autorise des filles de 13 ans à se marier, et puis vous dites qu'ici, en Afrique, les femmes, les jeunes filles font vite les adultes. De l'autre côté, où on évoque beaucoup plus de questions d'égalité, ils sont en train de légaliser au point où de demander aux jeunes qui subissent le viol un certain plaisir. Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans un piège? Autre question, parlant du Cameroun précisément, est-ce qu'avec la crise éducative, la jeunesse qui se perd, est-ce qu'on ne fait pas une erreur, une chute, de vouloir à tout prix enlever le rôle de femme au foyer aux femmes, justement, qui utilisaient la babouche, qui
donner des instructions du père à l'enfant quand on... Est-ce que la femme ne doit pas reprendre son rôle de pilier muet de la maison? C'est ma deuxième question. Alors, à Monsieur Christian. Autre question? On va prendre les deux questions. Comme ça, s'il nous reste encore de temps, on pourra donc prendre les deux dernières questions et soyez, s'il vous plaît. Sango Jonas de l'Université de Yaoundé. Alors, je vais adresser une question à Madame Aïssa Doumara. Alors, dans votre propos, vous avez adopté une approche victimaire présentant la femme comme victime vulnérable qu'il faut protéger. Mais depuis 2015, avec l'attaque qu'il y a eu à Maroua, on a constaté que la femme est devenue une menace pour la sécurité. Et plusieurs travaux ont démontré que la femme est devenue une menace pour la société. Alors, j'aimerais donc vous amener dans ce point-là. Alors, madame, vous avez certainement rencontré des femmes ex-membres de Boko Haram. Alors, j'aimerais savoir quelles sont leurs motivations. Quelles ont été leurs motivations? Est-ce que ces motivations sont pareilles à celles des jeunes hommes qui ont rejoint Boko Haram? Et enfin, qu'est-ce que vous faites pour que la femme, la jeune fille, ne soit plus une menace pour la sécurité au Cameroun? Merci beaucoup. Dernière question. Ma question va... Précis et concis, s'il vous plaît. Ma question va à l'envoi de M. Achaleke. Vous nous avez invité à un plaidoyer à la fin de votre discours de faire avec la jeunesse. J'aimerais savoir, est-ce que de votre point de vue, par rapport à la préparation de cette jeunesse, à l'implication de cette jeunesse dans ce combat pour la paix, est-ce qu'ils sont suffisamment outillés? Est-ce qu'il n'y a pas en aval un grand travail dans la formation et l'éducation qu'il faut d'abord mettre en avant? Merci. Ok, Madame Doumara, je vais vous passer la parole en premier parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de questions. Vous avez la parole et puis suivra le PNUD. C'est ouvert? Je pense que c'est ouvert. Tu oublies que c'est ouvert, je pense. Bien. Ok, parfait. Merci beaucoup, professeur. Et nous sommes vraiment très heureuses que notre présentation a retenu l'attention de l'Assemblée et de l'assistance. Okay. On serait déjà sur la première question. Je n'ai pas retenu le nom de de Monsieur Abdias, qui voudrait savoir quel est le discours que nous utilisons pour convaincre à travers les médias, c'est ça? Est-ce que nous avons des feedbacks, des informations qui sont véhiculées, des messages? Oui, avec les radios communautaires, nous développons des partenariats. Certains font leurs projets et viennent vers nous. Et nous avons des radios communautaires qui sont parfois logées dans d'autres régions, comme dans la région du Nord. Et qu'est-ce qui est fait pour pouvoir faire des passages radiophoniques ou des activités en partenariat avec ces médias? Parce qu'ils ont différents types d'activités. Des activités qui peuvent être faites directement à partir de leur station radio et d'autres activités qui sont faites sur le terrain. C'est eux qui ont cette méthode-là de déploiement sur le terrain. Dans notre réseau d'acteurs, c'est-à-dire le personnel, les membres de notre organisation sont des personnes ressources qui sont invitées par ces radios-là pour pouvoir parler de la question de l'extrémisme violent, par exemple, en développant des discours de paix, en faisant des communications, en ouvrant des débats où des gens peuvent faire l'interaction avec eux. L'autre élément que nous utilisons toujours avec les radios,
nous avons des personnes qui sont formées, qui ont été des bénéficiaires de nos actions, qu'on peut nommer des survivants de violences, qui sont devenus des animatrices de radio et télé, que vous pourriez rencontrer sur le terrain, à Marois même, et dans d'autres localités. Et également, pour avoir le feedback, nous avons développé une approche qu'on appelle les clubs d'écoute, parce que les communautés avec lesquelles nous travaillons, parfois, elles sont dans des endroits où les ondes radiophoniques n'arrivent pas. Et donc, nous avons acheté des radios que nous avons données à des leaders de groupes. Ça peut être des groupes de femmes ou de groupes de jeunes filles ou de jeunes filles et de jeunes garçons dans lesquels nous enregistrons les émissions à travers des supports et puis nous leur remettons, ils écoutent et puis ils peuvent débattre de ce qui a été dit dans les radios. Donc, c'est un peu comme ça que nous travaillons et nous avons observé et constaté que les radios ont un effet très puissant dans le changement des mentalités, dans les questions de dénonciation même des situations de violence et même dans l'apprentissage tout simplement. Parce qu'à travers la radio, les témoignages que nous recevons sont très favorables et positifs. Je vais essayer de répondre aussi un peu à la question qui vous a été adressée concernant comment on intéresse les jeunes aux questions de paix. Nous avons fait un programme au niveau de ce que nous avons appelé les clubs de filles. Et on avait mis sur pied une espèce d'exercice avec les petites filles et les petits garçons qui sont dans les écoles primaires. Et nous leur avions demandé de dessiner, de faire des photographies. Comment est-ce qu'ils se représentent la paix? C'est des activités récréatives, très ludiques, mais qui forment et qui développent chez la petite fille et le petit garçon déjà des aptitudes et des qualités pour pouvoir diffuser autour d'eux des éléments de paix. Et puis, les activités de sensibilisation et de conscientisation sur la question des droits. Parce que très souvent, quand nous parlons et nous formons les femmes ou les hommes, les filles ou les garçons, nous insistons sur le fait que la loi, c'est comme le Coran et la Bible. Parce que si vous êtes un citoyen d'un pays, vous devez maîtriser la loi. C'est ça qui vous permet d'être le citoyen. C'est ça qui vous permet d'être un Camerounais. Parce que les autres aspects-là, c'est pour vous, c'est de manière individuelle. Donc, les questions de droit, ça permet également d'intéresser les jeunes. Les jeunes, moi, je parle de tout petits, mais vous allez avoir le temps pour compléter la réponse. Question de genre. Est-ce que nous sommes en train d'invoquer le lointain pour le ramener chez nous? Ça, je dirais déjà que ça, c'est une raison qui... le fait d'entendre de tels discours, ça me renforce dans le fait qu'il y a encore du travail à faire. Et que ma retraite, ça ne va pas être pour si tôt. Le genre, vous savez, notre pays, il a développé un document. C'est le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille qui est le responsable, le lead de la question de genre au Cameroun. Et dans ce document-là, qui a été promulgué le 23 janvier 2015, il est écrit que le genre est entendu comme la construction socio-culturelle des rôles masculins et féminins et des rapports entre hommes et femmes. Vous comprenez un peu ça, ça ne peut pas être quelque chose qu'on a pris de loin. C'est la construction, c'est-à-dire comment les choses se font chez nous, à la maison. Comment est-ce que les rôles des filles et des garçons sont construits, sont élaborés, sont façonnés? Comment est-ce que nos familles voient une petite fille? Comment on peut définir une petite fille et un petit garçon? C'est ça que le document dit. Et ensuite, ce document nous dit
que ce sont les rapports entre les hommes et les femmes. Donc, il faut se limiter à ça. Dès que vous avez compris ce concept-là, toute la question, tout le travail que nous faisons est autour. Dans le travail, lorsque nous parlons des questions de genre, nous parlons de déconstruire les rôles qui font à ce que les droits humains ne soient pas ressentis de la même façon. Parce que pour réciter, je pense, Eleanor Roosevelt, celle qui a été en 1948, celle qui a élaboré avec les hommes la déclaration des droits humains, elle disait ceci, que les droits humains sont quelque chose de tout petit. C'est tout petit de telle façon que vous ne pouvez pas voir. Ça peut être tout à côté de vous. Hein? Donc, la construction, ça nous ramène aux questions des droits humains. Et c'est de ça qu'il s'agit lorsque nous parlons des questions de genre. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas de parler des orientations sexuelles ou des choses aussi complexes ou des choses qui sont un peu très lointaines, mais on ne parle que de ça. Nous sommes en train de dire que pour avoir des rapports sains entre les femmes et les hommes, il faudrait qu'on respecte les droits des uns et des autres. Il faudrait qu'on respecte notre Constitution. Il faudrait que les filles et les garçons aient les mêmes chances pour aller à l'école et demain pour devenir des bons citoyennes, pour que notre pays soit un pays qu'on aime, un pays qui va atteindre toutes les belles politiques qu'on a développées, la SND 30, émergence 2035 et tout. Il faudrait que lorsqu'on arrive à ce moment-là, les femmes et les hommes de notre pays puissent contribuer de manière normale. C'est de ça simplement qu'il s'agit. Ce n'est pas quelque chose d'assez complexe. Et dire qu'il faudrait peut-être laisser les femmes retourner au foyer, moi, je ne sais pas quoi répondre à cette question, parce que ma belle-mère me disait souvent ceci, les hommes, c'est nous qui les construisons, parce que c'est nous qui portons les filles et les garçons dans nos ventres. Comment votre créature peut être votre bourreau? Hein? Comment votre créature pourrait-elle penser un seul instant que vous occupez trop la place et que vous ne devrez plus vous lever? Voilà, je n'ai pas assez d'éléments. Les questions sont très pertinentes, mais je n'ai pas de réponse à donner à ce niveau. Les femmes sont la menace pour la sécurité depuis 2014. Les propos que les femmes ont été des actrices parce qu'elles ont joué des rôles et peut-être aussi des inviteuses ou des personnes données à manger aux insurgés. Également, c'était plus victime parce que l'éducation, jusqu'à maintenant, l'éducation n'est pas une éducation qui promeut les droits et qui permettent aux filles et aux garçons d'avoir l'information qu'il faut. Elles sont généralement très naïves. Ça, c'est des conversations que nous avons eues parce que nous avons travaillé avec des ex-associés qu'on appelle des ex-otages. Et elles nous disent que les femmes sont très naïves parce qu'elles ont toute l'information qu'il faut. Elles ne connaissent pas, par exemple, les lois, parce que notre pays a des lois sur le terrorisme, des lois sur le code pénal qui réprime les questions de complicité et autres. Elles n'ont pas tous ces éléments-là. La grande masse des femmes qui sont les plus nombreuses, qui sont dans le pays, elles n'ont pas cette connaissance des documents. Donc, l'ignorance, malgré le fait que nul n'est censé ignorer la loi, elles n'ont pas cette connaissance et elles se retrouvent être des victimes, actrices à la fois. Donc, à cette question-là, je pense que
on ne pourrait pas dire d'emblée que les femmes seraient une menace pour la sécurité. Au contraire, qu'elles sont manipulées et victimes de leur naïveté et de leur ignorance de toutes ces questions-là. Et la motivation, je pense aussi que j'ai expliqué. Je vous remercie. Ok. Ah, c'est lui qui disait que les femmes sont une menace. Je pense qu'il y a des informations qu'il faut savoir. Hein. Beaucoup de femmes ont rejoint Boko Haram parce qu'elles ont été prises en otage. D'autres ont rejoint Boko Haram parce que justement, leur fiancé se trouvait là-bas. D'autres ont rejoint parce que justement, on voulait les marier force. Se sont retrouvés là-bas. Et vous connaissez tout ce qui est relatif aux femmes kamikazes. Ah, ces femmes qui ont été droguées, c'est des femmes qu'on utilise hein, comme des objets. On vient placer là pour mourir. Donc, peut-être il faut relativiser un tout petit peu vos propos. La réalité du terrain dit... je m'en vais passer la parole à M. Lassina. Ok, merci, M. Sidik, qui nous a des questions auxquelles je vais répondre rapidement et puis me prononcer aussi sur la question de la femme qui est devenue une menace pour la sécurité. Alors, sur les deux questions que nous avons reçues, la première, une des questions, c'était est-ce que le PNUD appuie, par exemple, dans le cadre de la stabilisation, la force multinationale mixte et les armées nationales sur la question des armes? Non. En tant qu'agence des Nations Unies, nous faisons le contraire. Nous décourageons l'usage des armes. Donc, nous ne soutenons pas les gouvernements sur les questions des armes. Nous les soutenons seulement sur les questions de logistique. Carburant, véhicules, motos, ainsi de suite. Mais pas sur les... Et puis bon, pirogues motorisées. La logistique, mais pas la question des armes. Très rapidement aussi sur la question du pastoralisme. Ce n'est pas une question simple. Les conflits agriculteurs et éleveurs étaient là avant l'avènement de Boko Haram et de la crise du bassin de la Tchad. Et j'ai même l'impression que ces conflits-là vont survivre à la crise de Boko Haram. Parce que les problèmes sont profonds et même les solutions, même si nous, on essaie de pousser. Au Tchad, je vais laisser même la terre ferme. Allons dans les îles, où normalement, bon, c'est vrai qu'on est d'accord qu'ils n'ont pas d'infrastructure, qu'il y a la pauvreté, mais au fil du temps, vous arrivez dans les îles, il y a beaucoup de conflits communautaires. Les agriculteurs se tapent dessus entre eux, pour la simple raison qu'avec le retrait du lac, il y a des nouvelles terres fertiles qui apparaissent. Ces terres appartiennent à qui? Donc, il y a une compétition sur les terres nouvelles. Avec la réduction de la zone de pêche par Boko Haram et les conflits militaires, par exemple, le Tchad a déclaré une zone militaire, une zone de conflit où les populations ne peuvent pas aller. La frontière avec le Nigeria est toujours fermée. Et Boko Haram est toujours dans les parages. En tout cas, ils occupent une partie, même si ce n'est pas de façon très visible, ils occupent quand même une partie Donc, il y a une réduction encore des zones de pêche. Alors, face à la raréfaction du poisson, les pêcheurs aussi se tapent dessus les uns les autres. Donc, on a les conflits pêcheurs contre pêcheurs, agriculteurs contre agriculteurs, sans oublier le conflit agriculteurs et éleveurs qui date des siècles et des siècles. Donc, mais maintenant, résoudre ces problèmes-là ne sont pas faciles. Je viens du Tchad et je connais mieux la situation. Voilà, pardon. Si je prends le cas du Tchad, par exemple, la loi sur le pastoralisme date de 1959. 1959, c'est-à-dire un an avant les indépendances. Mais toutes les tentatives pour remettre cette loi-là à jour, c'est-à-dire que l'adapter aux réalités et prendre des mesures fortes, n'ont pas abouti pour la simple raison que les contradictions sont trop fortes au niveau national à l'intérieur du pays. Donc ça, c'est une question qu'il faut mettre au centre et vraiment voir dans quelle mesure appuyer les gouvernements à le résoudre. Maintenant, pour faire un petit...
Bon, c'est pour dire que, par exemple, le PNUD a pris conscience du fait que les femmes, effectivement, participent. Mais ça, ce n'est pas seulement dans le bassin de lac Tchad. Les groupes extrémistes, de façon générale, ont compris que sans les femmes, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, ils apprennent vite les uns des autres. Les groupes qui sont dans le bassin de lac Tchad ont appris des autres groupes et sont en train de faire des femmes un maillon essentiel de leur stratégie. Nous en avons pris conscience. Je vais vous donner seulement le titre d'un projet que nous avons actuellement au Tchad. C'est le projet d'appui à la prévention des modes opératoires des groupes extrémistes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste vous dire qu'on en a pris conscience et on y travaille. Merci. Ok, M. Acheleke. En fait, j'ai une question, mais commencer avec votre question parce que on a des programmes, c'est pas gratuit, on paie pour cela. Est-ce que vous avez vu un groupe terrorisme après un bombe, il paye pour que BBC parle de ça? Non, c'est ça. Donc ça, c'est le réel problème. Donc, Madame Douma peut vous dire combien il paye. Donc, pour vous dire un peu, c'est la réalité. Il y a des programmes radio, mais surtout dans la communauté, et on paye. Ça, c'est ça. Mais quand on tue, est-ce que Boko Haram paye pour qu'on parle de ça? Non. Donc, voilà ce que je vais vous dire. Tu vois un peu. Donc, parce que dans mon expérience, la première fois que j'étais sur CNN, ça a changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui veulent faire ça parce qu'ils ont vu Christian sur CNN. Donc, c'est un peu ça. Si on peut promouvoir en faisant ce genre de communication, ça va changer beaucoup de choses. Sur votre aspect, sur des jeunes qui sont au milieu, les jeunes qui sont au milieu, ce sont les petits bureaucraties. Il faut vous rappeler, si tu es dans la violence ou non pas, même si tu n'agis pas, ça veut dire que tu n'es pas violent. Et c'est un ajout pour nous dans notre espace. La plupart de ceux qui ne s'enforcent pas d'en faire des activités, ce n'est pas tout le monde qui doit être un roi. Ce n'est pas tout le monde qui doit être roi. Et il y a ceux qui applaudissent. Et ça va. Pour moi, je ne pas pour convaincre les gens. Non, ce n'est pas ça. On dise la nécessité. Parce que le jour qu'on va tuer votre frère, votre tante, tu vas bien comprendre. Si vous allez dans l'extrême nord, il y a beaucoup de gens maintenant qui ont la perspective. Donc, ce n'est pas un problème. On le montre comment la vie et la vie de votre communauté peut changer. Je suis un exemple. Parce que c'est ça. Et dernière, pour travailler avec l'État, la plus belle façon de travailler avec l'État, c'est première chose, respecter les règles de l'État et aussi travailler avec des choses concrètes, evidence-based. Donc, c'est vraiment important parce que c'est ce qui nous a aidé de travailler avec l'État et n'est pas entrer dans la politique parce que c'est vraiment important. Ok, merci beaucoup. On va devoir aux panélistes. Merci à l'assistance. Je voudrais dire aux chercheurs que ce qui se fait, ce que les praticiens font nous intéresse aussi dans le cadre de recherche ou son importance dans le cadre de cette conférence-là. Donc, je voudrais remercier l'assistance et bonne soirée à tout le monde. Merci. Your attention, please. We will begin the last session immediately. I have one announcement while we're changing.